Voilà, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle rencontre de Suisse Medculture, ce soir autour du Mage du Kremlin. Un roman dont on peut dire qu'il a été une des sensations de l'édition française en 2022 et jusqu'à aujourd'hui il continue à cartonner dans les ventes, dans les librairies. Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir son auteur, Giuliano da Empoli. Giuliano da Empoli est un Européen dans toute l'acception du terme, puisqu'il est né en France, de parents italiens du côté du père, suisse du côté de sa maman, et qu'il a grandi en France, en Italie et en Belgique. Voilà. Il a fait ses études ensuite à Rome et à Paris, et puis s'est engagé dans les milieux politiques en Italie, en étant notamment le conseiller politique de Matteo Renzi, le président du Conseil italien. Et puis ensuite, il a écrit plusieurs essais en Italie, de son premier essai à l'âge de 22 ans sur les défis de la jeunesse italienne. Aujourd'hui, il est professeur à Sciences Po Paris. Il a écrit un essai qui a eu aussi un grand retentissement en 2019, qui s'appelle « Les ingénieurs du chaos » sur les spin doctors qui sont derrière les politiciens. Et puis, le Mage du Kremlin est paru en juillet l'année passée ou un peu avant, non? En avril. En avril 2022. Et comme je vous dis, c'est vraiment un très grand succès. Il a reçu le Grand Prix de l'Académie française et a été finaliste au concours. Maintenant, le livre est en train d'être traduit dans plusieurs langues, notamment en anglais. Donc, c'est un plaisir et un honneur d'accueillir ce soir Giuliano da Empoli. Je donne la parole à Luisa et à Giuliano. Merci. Merci François, merci Michel. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravie d'être à nouveau parmi vous ce soir. Je remercie Suisse Medculture, tout son comité, toute son équipe de me donner la possibilité de continuer d'animer ces discussions. Et je suis particulièrement ravie ce soir de faire équipe avec vous, Giuliano da Empoli. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir et un honneur, comme le dit François. J'ai eu le plaisir de vous interviewer au mois de mars à Genève, dans le cadre du FIFDH. Donc on a beaucoup parlé de vos livres et aussi de votre fonction, de votre ancienne fonction de conseiller. Donc on va parler un peu de tout cela. Si vous le voulez bien, on va commencer par la littérature. Vous êtes une personnalité qui a réussi à écrire comme premier roman un roman qui est un chef-d'œuvre, on peut le dire, parce que de toutes les critiques que j'ai lues, en me préparant, bien entendu, eh bien, je n'ai lu aucune critique négative de ce Mage du Kremlin. Il y en a quelques-unes, quand même. Alors, vous me direz lesquelles. Est-ce que ça marche? Vous me direz lesquelles, parce que elles sont toutes pratiquement dithyrambiques. Ce qui est intéressant, c'est que vous étiez non seulement finaliste du Goncourt, mais que ça s'est joué à une voix près, celle qui comptait double du président. Et j'ai lu aussi quelques articles qui disaient, mais en fait, le Goncourt devait aller à ce livre. Et on va en parler. J'aimerais vous demander comment est née votre vocation de romancier, parce que vous étiez plutôt essayiste, journaliste aussi. Comment est née votre vocation de romancier ? Écoutez, merci pour cette question. Vous savez, on parle toujours de vocation, justement, d'écrivain. Dans mon cas, je ne sais pas si c'était une vocation, j'y suis plutôt arrivé par exclusion, c'est-à-dire j'ai essayé de faire d'autres choses, ça ne me réussissait pas du tout, et finalement, je suis un primo-romancier quand même pas tout jeune, comme vous l'avez peut-être remarqué. J'ai une barbe blanche, et donc j'ai écrit mon premier roman à 48 ans. Et donc, voilà, je suis passé par plusieurs autres stades. Plus sérieusement, je suis parti d'un intérêt plutôt pour la société, pour la politique. J'en ai fait, j'ai beaucoup écrit
sur des sujets politiques, sociaux, économiques, etc. D'abord en Italie et ensuite en France et à un niveau un peu européen parce que c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Mais je dois dire, dans ma pratique politique, il s'est passé à un moment quelque chose d'un point de vue existentiel un peu inquiétant peut-être. C'est-à-dire que j'ai perdu ou progressivement, disons, mon intérêt pour la politique en tant que choix public, en tant qu'abstraction, en tant que rationalité, a baissé. Et j'ai commencé, en étant un peu dans la machine, à être de plus en plus captivé par l'aspect, si vous voulez, shakespearien de la politique. C'est un peu une d'ailleurs des questions qui sont à la base, je crois, de mon roman. De l'extérieur, on peut penser, on voit quand même la politique est faite de règles, de protocoles, de rencontres, de formalités, d'enjeux, d'intérêts, et ça donne l'impression de quelque chose de relativement rationnel de l'extérieur. Mon expérience de l'intérieur, je ne sais pas si c'est l'Italie qui est spécialement comme ça, mais je ne crois pas, c'est que plus on approche du cœur du pouvoir et plus il y a quand même quelque chose qui devient de moins en moins rationnel, où c'est de plus en plus le jeu des passions, voilà, de toutes sortes d'affects qui entrent en jeu de façon souvent un peu imprévisible quand même. Et donc, et les relations entre les personnes, évidemment, tout ce qui se joue à un niveau, au fond, très, très humain. Et donc, en basculant sur cette dimension-là et en sortant un peu du côté abstrait, politique publique, ceci, cela, les problèmes, comment on va, quelle est la bonne solution pour ceci et pour cela, et bien j'ai basculé, je crois, dans le roman. Et c'est relativement difficile de revenir en arrière, en effet. Alors justement, ce qui est intéressant dans ce livre, que vous allez dédicacer tout à l'heure, donc mesdames et messieurs, si vous ne l'avez pas encore lu, vous pourrez l'acquérir tout à l'heure, c'est que beaucoup de gens se disent, mais il y a tellement de détails, c'est tellement précis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que... E se non è vero, ben trovato, comme disent les Italiens. Comment est-ce que vous avez... c'est une fiction ou c'est une fiction-réalité ou comment vous le définiriez? Écoutez, alors, c'est un roman, hein, c'est marqué d'ailleurs sur la couverture, mais les règles d'engagement sont assez claires. Ou du moins j'ai essayé de faire ça de façon relativement linéaire, c'est-à-dire tous les faits politiques, historiques qui sont racontés dans le livre sont réels. Donc tout ce qui tient à l'histoire des 20 années, d'une certaine façon, même un peu plus, qui sont contenus dans le livre, tout est vrai. Les faits sont réels. Dès que Poutine entre en jeu, ou que d'autres personnages, parce que ce n'est pas le seul personnage qui porte son nom dans le roman, tout est pris de la réalité. Donc, d'une certaine façon, j'ai préparé ce livre un peu comme s'il s'agissait d'en faire un essai. Mais après, c'est vrai que j'avais envie c'est un peu le paradoxe, j'avais envie de me rapprocher encore de ces personnages et d'entrer dans la tête de ces personnages. Et ça, vous ne pouvez pas véritablement le faire à travers un essai. Donc, dès que j'entre dans la tête de ces personnages, et notamment du narrateur, qui est inspiré à un vrai personnage, mais qui a un autre nom, donc c'est vraiment un personnage de fiction, là, on entre, je crois, dans l'ordre d'une vérité d'un ordre différent. C'est-à-dire, ce n'est pas inventé, mais c'est projeté, imaginé sur la base d'une expérience qui est aussi un peu la mienne, en effet. Un des éléments du livre, effectivement, c'est un peu d'imaginer qu'au fond,
certaines dynamiques de cours, certaines dynamiques du pouvoir, certaines dynamiques se ressemblent à toutes les époques et sous toutes les latitudes. C'est pour ça qu'à un moment, le narrateur du livre, enfin pas le narrateur, le Russe, qui est le personnage central du livre, Baranov, dit, sans y avoir jamais mis le pied, il y a 3 siècles, La Bruyère a raconté les corridors du Kremlin mieux que n'importe quel journaliste d'aujourd'hui. Alors évidemment, ce n'est pas vrai, mais il y a un niveau où c'est vrai. C'est-à-dire, je pense que la fiction, par rapport à ce qu'apporte un historien ou un journaliste, ça ne va pas être mieux, ça ne doit pas remplacer le travail des journalistes ou des historiens, bien évidemment. Mais c'est peut-être une porte d'entrée différente qui va passer plus, justement, par quelque chose, par des émotions. Et là, du coup, j'ai pu utiliser mon expérience aussi, en effet, de conseiller politique, parce que je crois que certaines choses, les relations entre un conseiller et un leader politique, certains effets de cours, encore une fois, ce que le pouvoir fait aux hommes et aux femmes, ça change selon les latitudes, parce qu'après les cultures politiques sont différentes, évidemment, mais ce sont surtout les limites extérieures qu'on met à l'exercice du pouvoir qui changent. Mais certaines choses se ressemblent beaucoup aussi. Et donc voilà, j'ai un peu... En plus, si j'ai encore... Je parle trop, hein, mais ce que j'ai fait un peu aussi, c'est utiliser certains détails ou certaines observations que j'avais pu faire dans d'autres contextes et les transposer dans le livre. Par exemple, à un moment, les Russes du livre vont à l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Et moi, j'étais dans la délégation italienne quelquefois à l'Assemblée générale. Et ce qui m'avait frappé, c'est ce que j'ai mis dans le livre. C'est-à-dire que l'Assemblée générale de l'ONU, vous le savez, il y a de nombreux diplomates parmi vous, c'est le moment, une semaine par an, où une bonne partie des chefs de gouvernement et d'État du monde se retrouvent concentrés au siège des Nations Unies à New York. Et donc, ce qui est amusant d'un point de vue humain, c'est que des gens qui sont habitués dans leur pays à être traités, on ferme les rues quand ils passent, bon, pas en Suisse, parce qu'en Suisse on est beaucoup plus modeste de ce point de vue-là, mais dans beaucoup de pays, on ferme les rues quand le chef du gouvernement se déplace. Voilà, c'est des gens qui sont habitués à être vraiment dans une dimension comme ça de souveraineté, même dans la quotidienneté de leur vie. Et là, ils arrivent à New York, ils sont dans des embouteillages parce que tous sont des chefs de gouvernement et d'État. Et donc, il y a des embouteillages. Et après, ils arrivent au siège des Nations Unies. Je ne dis pas qu'ils doivent faire la queue pour un sandwich, mais presque. Et donc, c'est un bain d'humilité, je crois, pour des gens qui sont habitués à être dans des positions qui ne les poussent pas forcément ou toujours à l'humilité. Et donc, ces 2 pages-là, par exemple, je les ai appliquées aux Russes en visite à New York, mais c'est quelque chose que j'avais vécu à tous les niveaux. Même d'ailleurs, nous sommes arrivés avec la délégation italienne dans cet hôtel et on n'était pas très nombreux, peut-être une vingtaine de personnes. Et du coup, on ne pouvait pas prendre notre petit déjeuner parce que, comme d'habitude avec leur grandeur, les Français étaient beaucoup plus nombreux et ils avaient préempté le restaurant de l'hôtel pour les petits déjeuners. Et donc, il n'y avait que les Français qui prenaient leur petit déjeuner à cet hôtel-là et nous, avec Renzi Alain, on était assis sur des... Bon. Et donc, dans le livre, j'ai imaginé que c'était les Russes qui débarquaient au Waldorf Astoria. Là, d'ailleurs, le détail est vrai, encore une fois, quand même les détails en général sont vrais. Donc, Poutine, à cette occasion-là,
la première fois qu'il va à l'Assemblée générale de l'ONU. Il descend au Waldorf Astoria, mais j'imaginais qu'il descendait là, et puis qu'il y avait l'Arabie Saoudite qui avait préempté toute une partie de l'hôtel, et que ça lui avait fait un choc. Bon, ça marche un peu comme ça. J'ose à peine imaginer la tête de Renzi quand il a vu que les Français avaient préempté. No comment. Mais, non, et là aussi, par exemple, la scène, parce que le seul, c'est dans le livre aussi, le seul chef d'État qui n'est pas dans les embouteillages à New York, c'est quand même le président américain. Et parce que quand le président américain bouge, tous les autres doivent s'arrêter. Et donc, effectivement, vous avez, tous les autres chefs de gouvernement ont un homme du Secret Service avec eux qui les accompagne partout. Et je me souviens, nous étions en retard pour aller à la CNN pour une interview que Renzi devait faire. Et on marche dans la rue parce qu'il faut y arriver rapidement, tout est bloqué. Et le type du Secret Service fait... on ne bouge plus. Et parce que Obama avait commencé à... Et là, effectivement, je me souviens, la tête de Renzi, il n'était pas content. Mais, et ça, j'ai appliqué à Poutine dans le livre. Bon, alors, effectivement, après, c'est pour ça que c'est un roman. Donc ça vous a donné cette liberté en tant que romancier de dire certaines choses que peut-être vous n'auriez pas pu dire si cela n'avait pas été un roman, au fond. Oui, je pense que ça m'a, par rapport à un essai, ça m'a donné la possibilité d'utiliser une gamme beaucoup plus large de mon expérience. C'est-à-dire quand vous écrivez un essai, au fond, si vous faites ça sérieusement, bon, d'abord, vous n'utilisez qu'une partie de votre cerveau. C'est quand même plutôt la partie rationnelle qui va entrer en jeu. Et vous avez vos informations, vous les mettez, vous leur donnez un ordre, vous essayez de démontrer quelque chose. Et les lecteurs aussi, d'ailleurs, vont vous lire. Et puis, ils vont trouver ça intéressant ou pas, original ou pas. Mais ça n'engage au fond qu'une partie du cerveau. L'écriture du roman, c'est quelque chose de complètement différent. C'est beaucoup plus large. Ça engage toute votre personne, votre expérience, vos émotions, vos impressions. Mais ça lui donne, je crois aussi, sa force. Parce que quand ça marche, ça permet au lecteur, lui aussi, d'entrer dans le livre avec, de façon beaucoup plus large, d'y être immergé. Et donc, oui, moi j'avais envie de faire cette expérience-là. Et bon. Alors, c'est un succès évidemment de lectrices et de lecteurs, de public. Comment est-ce que les personnalités politiques qui ont lu le livre le perçoivent? Écoutez, c'est amusant. D'ailleurs, là aussi, il y a eu quelques malentendus, c'est-à-dire il y a eu quelques articles de presse qui disent « Ah, mais les politiques... en France, il y a eu une petite polémique du New York Times sur ça, en disant « Mais qu'est-ce que c'est ce roman ?» Et après, les politiques français le lisent et ils s'en inspirent pour traiter avec la Russie. Ce n'est pas du tout le cas. Hein. C'est-à-dire les hommes et les femmes politiques que j'ai rencontrés, en réalité, sont plutôt intéressés à cet autre côté, qui est plus un peu le côté texture de ce qu'est l'expérience politique et du pouvoir, qui est quelque chose de très particulier. Et je pense qu'on ne peut pas véritablement raconter si on ne l'a pas vécu, mais on ne peut pas le raconter non plus si on est encore immergé à l'intérieur. Il faut en être sorti.
Et donc, la réaction des politiques est très ambivalente. Par exemple, c'est amusant de revenir toujours à lui, parce qu'en réalité, c'est pas forcément... Mais je pense pas que Renzi ait aimé mon livre. Ah, ça m'étonne pas. Alors que d'autres, parce qu'il y a aussi une méfiance par rapport à l'exercice du pouvoir et à tout ça dans le livre qui est quand même assez forte. Mais d'autres l'ont bien aimé, ça dépend. Mais ce qui est amusant, c'est qu'effectivement, il y a tout de suite une intimité, disons, qui se crée un peu. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, le conseiller, je trouve que le rôle du conseiller est très intéressant par rapport à la personne de pouvoir. Parce qu'à un moment donné, un conseiller, je ne sais pas si ça a été votre cas, commence à faire de l'ombre à la personne avec laquelle, enfin, la personne qu'il ou elle conseille. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette personne de pouvoir conçoit son conseiller qui est en train de prendre, je ne dirais pas plus de pouvoir que lui, mais plus d'influence peut-être. Je ne sais pas, vous savez, je pense que dans un système sain, le conseiller et le leader sont deux natures différentes, profondément différentes, et c'est un peu ce que j'ai essayé de raconter dans le livre. C'est-à-dire l'homme de pouvoir, le leader, est quelqu'un qui est à 100% dans son action. Ça ne pourrait pas être autrement parce qu'il faut, pour mobiliser toute l'énergie et les soutiens dont il a besoin, qu'il soit à 100% dans son action et qu'il n'y ait pas beaucoup de distance entre sa personne et ce qu'il fait. Il y a comme une forme d'aveuglement, d'ailleurs, un peu paradoxal, c'est ce que j'appelle le paradoxe du pouvoir, c'est-à-dire que pour prendre le pouvoir, il faut que vous soyez capable de comprendre les autres, d'interpréter les situations, de donner une lecture correcte des situations. Et quand vous avez le pouvoir, vous avez tendance à perdre cette capacité. Pas par votre faute, simplement parce que la situation fait que vous êtes plus concentré sur vous-même, que les autres vont vous renvoyer une image de vous-même, qu'ils imaginent être plus ou moins celle que vous avez envie d'avoir. Et donc vous allez un peu perdre une certaine forme de lucidité. Mais c'est inévitable parce que vous êtes dans ce type d'action-là. Après, il y a des antidotes par rapport à ça. Mais ça se passe... Tous les systèmes de pouvoir ont ce problème-là. D'ailleurs, ce n'est pas qu'en politique. Les entreprises, c'est la même chose. Les grands médias, dès que vous avez du pouvoir, vous avez cette forme d'aveuglement. C'est pour ça qu'on essaie peut-être. Ben oui, c'est une forme d'hubris. Après, ça dépend des personnalités, des situations. Mais ça joue toujours. C'est pour ça qu'on essaie de limiter surtout le pouvoir. C'est pour ça qu'on essaie d'en limiter la durée. Ben, en Suisse, vous faites ça parce que je suis un peu suisse aussi quand même, on fait ça de façon extrême, parce que vraiment, le pouvoir est morcelé, et fractionné, et distribué. Je pense que c'est très sain. Et d'autres systèmes le font moins. On voit bien ce que ça donne, par exemple, en Russie, de laisser quelqu'un au pouvoir pendant très longtemps. Et donc, voilà, ça c'est l'homme ou la femme de pouvoir, cette forme d'aveuglement. Il y a plusieurs antidotes. Je pense que l'antidote plus efficace, c'est une famille. C'est quelqu'un, vous rentrez chez vous, qui vous traite comme vous êtes au centre Madame du monde. Souris. Et puis vous rentrez chez vous et vous avez quelqu'un qui vous traite comme un imbécile quelconque. Et c'est formidable parce que ça a un effet qui est évidemment immédiatement très, très, très puissant. Mais le conseiller, à mon avis, si c'est un bon conseiller, devrait avoir un peu cette fonction aussi, c'est-à-dire ça devrait être quelqu'un qui ne veut pas remplacer le leader,
sinon ce serait un mauvais conseiller, forcément, qui ne veut pas le remplacer, qui n'a pas envie d'ailleurs de faire cette vie-là, qui a envie de vivre de façon différente, plus en retrait, en effet, plus protégé aussi soi-même et ses proches, mais qui par contre va garder un peu une forme de distance, et donc qui va continuer. C'est la théorie, hein, ça se passe en général pas comme ça, mais qui va continuer à garder une forme de lucidité par rapport à la situation, dans sa lecture des événements, des circonstances et de tout cela. Et donc le conflit avec le leader, en réalité, il naît, à mon avis, plutôt de ça. Bon, il peut naître aussi du fait que souvent le leader est un carnivore qui a envie de tuer tout ce qui est autour de lui, mais ça c'est encore un peu une autre question, on y verra peut-être au sujet de Poutine par exemple. Mais surtout, c'est cette différence de lecture, cette divergence progressive entre le leader qui forcément est aveuglé par son action et par ça, et le conseiller qui, s'il est bon, va essayer de continuer à donner une lecture différente, forcément, quelquefois déplaisante, et donc ça explique un peu la mortalité des conseillers et la mortalité des bons conseillers aussi, je pense. Hein, oui. Alors justement, à quel moment est-ce qu'un conseiller sent que la personne pour laquelle qu'il conseille ou qu'elle conseille sent qu'il y a une irritation parce que justement ce conseiller ne lui dit plus forcément ce qu'il voudrait entendre? Est-ce que c'est difficile de savoir se retirer, entre guillemets, au bon moment lorsqu'on est un conseiller? Ou bien est-ce qu'on est tellement dans les pas de cette personnalité, de cette personne, qu'au fond, on fait presque l'histoire avec lui ou avec elle et que c'est très difficile après de s'en détacher? Oui, écoutez, mais il n'y a pas de règle. C'est évidemment difficile. Parce que d'abord, le rôle du conseiller, pour quelqu'un qui aime ça, est un rôle très privilégié. Machiavel parlait du conoscere discosto à propos du conseiller, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a, au fond, qui est aux premières loges, et donc qui voit l'histoire se faire dans certains cas, et qui participe même d'une certaine façon à ce processus, et en même temps qui est un peu à l'écart. Et c'est une condition d'un côté de très grand privilège, parce qu'en plus vous n'êtes pas trop exposé, vous pouvez l'être un peu, mais bon, quand même moins que d'autres. Et en plus, vous n'avez pas vous-même forcément fait, moi je dis à un moment, le conseiller c'est un paresseux aussi, ou du moins un certain type la vraie nature du conseiller est un peu paresseuse parce que, au fond, on ne sait pas, on n'est pas engagé dans la lutte jusqu'au fond. On donne, après ça dépend, il y a énormément de types différents de conseillers évidemment, mais disons, bon, moi j'étais un conseiller paresseux. Mais après, il y a une frustration aussi du conseiller. Ce qui m'a toujours amusé, c'est par exemple une anecdote, parce qu'on vous attribue la responsabilité, après vous êtes lié forcément aux actions de la personne que vous conseillez, qui du coup va très souvent faire le contraire de ce que vous lui avez conseillé. Et donc je me souviens très bien de cette histoire non, c'était même dans un livre d'un ancien conseiller de Sarkozy qui disait quand Sarkozy a été élu président, nous tous, nous lui avons conseillé, on le voyait un peu agité comme ça, hein, on lui a dit il faudrait que tu fasses, avant d'entrer en fonction, un moment de retraite, qui serait une forme de retraite, bon, peut-être pas dans un monastère, mais quand même quelque chose d'un peu comme ça, où tu donnerais l'impression que là, du coup, tu es investi par la fonction, et donc...
Et du coup, vous vous souvenez peut-être, Bolloré. Sarkozy va sur le yacht de Bolloré passer, disons, le week-end avant son investiture. On le photographie là avec ses lunettes noires et sa Rolex. Et du coup, évidemment, c'était un peu frustrant pour les conseillers qui lui avaient justement conseillé le contraire. Et ça arrive assez souvent. Ils ont servi de fusible, peut-être. Après, il y a des questions de fusible aussi. Mais après, vraiment, comme ce n'est ni formalisé, il y a vraiment une variété. C'est là aussi que le roman est toujours un bon instrument pour appréhender cela. Il y a une telle variété de relations. Il y a des leaders qui sont véritablement dans une relation de dépendance par rapport à leurs conseillers, qui quelquefois ont une personnalité plus forte qu'eux. Il y a beaucoup d'autres cas où ce n'est pas du tout le cas, et tous les stades intermédiaires. Et parmi les conseillers, il y a toutes sortes d'affreux personnages et de personnages plutôt pas mal. Ouais. Il y a des conseillers qui restent à travers les siècles, comme Machiavel, on se souvient de lui et pas forcément du prince. Il y a des personnes qui sont dans l'actualité, plus que les anciens leaders qu'ils ont servis, comme Giuliano da Empoli, vous êtes partout. Pas en Italie. Plus ou moins. Et il est rattrapé par Calenda, de toute façon, donc c'est mal barré pour lui. Vous ne l'avez pas écrit en italien, ce livre. Pourquoi vous avez choisi de l'écrire en français ? Je ne l'ai pas écrit en français, pour tout vous dire. Je l'ai écrit dans une langue incompréhensible, que d'ailleurs je suis en train, là, ma fille était derrière moi dans mon jardin il y a quelques jours. Je suis en train d'essayer d'écrire quelque chose de nouveau, et elle m'a dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Parce que ça démarrait en français, après ça basculait sur l'italien, il y avait même quelques paroles d'anglais. Et donc, voilà, la première version du livre est une version qui est illisible, qui a un mix de français et d'italien, où l'italien est ma langue du cœur, c'est ma première langue. Mais le français, je pense, un peu ma langue de tête, d'une certaine façon. Oui, j'ai beaucoup plus lu, je pense, en français qu'en italien. Et voilà, j'habite Paris maintenant depuis quelques années, j'enseigne à Sciences Po, et j'ai écrit mes livres précédents. J'ai voulu qu'ils sortent en France d'abord. Après la Pourquoi ? version... d'abord, je suis là-bas, donc un souci d'intégration. Et puis, dans ce cas spécifique, ce livre-là, je pense que c'est un livre qui s'inscrit plus dans une tradition, qui aspire, qui aspire à se placer dans une lignée de littérature du pouvoir, si vous voulez, et de relation entre la littérature et le pouvoir, qui est spécifiquement française. Alors, ça existe ailleurs aussi, mais il n'y a aucun autre endroit, à ma connaissance, où les relations entre la littérature, la politique, des hommes politiques qui basculent dans la littérature, et des politiques ratés qui sont dans la littérature, et vice-versa aussi, et des écrivains qui ont des ambitions politiques, et ça se passe, et cette littérature de cours, par exemple, extraordinaire, qui est quand même une observation de ce que le pouvoir fait aux gens, une observation très fine. Encore une fois, certains sont cités d'ailleurs dans le livre. Pour moi, ça a été très important. Les moralistes français, les mémorialistes, les mémoires du cardinal de Retz, ça reste un des plus beaux textes. C'est un roman d'aventure, et en même temps, c'est un texte historique extraordinaire. Et donc, j'avais envie que le livre sorte d'abord en français,
mais il est sorti en italien quelques semaines plus tard, en version originale aussi. C'est aussi ma version, la version italienne. Est-ce que c'est vous qui l'avez écrite, cette version italienne? Tout à fait, oui. Tout à fait. Est-ce que, et justement, c'est ça qui est intéressant, vous avez écrit votre roman dans 2 langues. Est-ce qu'on l'écrit de la même façon, je dirais, dans une langue ou dans l'autre? Non, mais vous connaissez ça, puisque la Suisse d'ailleurs est polyglotte, ce n'est même pas une question d'écriture. On est quelqu'un de différent, à mon avis, à un certain degré, selon la langue qu'on parle. Je pense avoir un caractère qui n'est pas tout à fait le même selon voilà, que je m'exprime en italien ou en français ou même en anglais. Ce n'est pas la même chose. Le français, par exemple, m'impose même en discutant avec vous, un tout petit temps de réflexion supplémentaire, parce qu'il faut que je trouve mes mots. Ça va être moins instinctif que ce que je vous dirais en parlant italien. Et donc, ça va modifier d'une certaine façon ma façon d'être. Et peut-être même une partie des choses que... Alors, je vous dirais probablement pas tout à fait le contraire si on avait cette conversation en italien, mais il y aurait, je crois, des nuances, des variations. Et donc, encore plus à l'écrit, fatalement, ça donne un peu autre chose. Et je m'en aperçois en écrivant, justement, il y a des moments où je vais basculer dans l'italien, et ça va se faire, mais même l'écriture, après c'est très ennuyeux, je ne sais pas si c'est un sujet tout à fait passionnant, mais même écrire à l'ordinateur, écrire à la main aussi, ça change. Et donc, personnellement, comme j'ai du mal à écrire, j'écris pas beaucoup, ça reste quand même un peu un effort, je fais tout. Hein. Comme ça, si ça sort, si c'est plutôt à la main, j'écris à la main, si c'est plutôt à l'ordinateur, ça va être comme ça, si c'est en italien que ça sort, ça va être en italien, et si c'est en français, tant mieux. Donc, et puis il y a quand même pas mal, comme j'ai un ménage où on parle plutôt anglais, il y a quand même plutôt pas mal de mots aussi qui sortent en anglais. Et tout ça, bon, à la fin, il y a besoin aussi de quelques bons éditeurs. Hein. J'ai eu la chance d'avoir un très bon éditeur chez Gallimard, et un éditeur italien est bien aussi, et donc à la fin, ça prend forme, mais ça prend du temps. Le livre est sorti en Amérique latine aussi, puisqu'on avait rencontré un journaliste argentin. Il est sorti en espagnol, en portugais. Ouais. Aussi. Alors, un autre livre qui est passionnant, que vous avez écrit, c'est celui-ci, Les ingénieurs du chaos. Et c'est un livre qui est extrêmement intéressant parce qu'il nous aide à comprendre, je dirais, notre société aujourd'hui. Vous avez essayé d'analyser, au fond, plusieurs de ces spin doctors, conseillers, appelons-les comme on veut. Et vous avez été un des premiers, je crois, à nous faire comprendre le phénomène du mouvement 5 étoiles, des Cinque Stelle en Italie, que vous avez beaucoup étudié, qui est devenu effectivement après un mouvement, un acteur, je dirais, politique très important en Italie. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes intéressé à ce phénomène? Après, vous avez aussi étudié le phénomène Steve Bannon et d'autres. Comment ça vous est venu, cette envie? Et est-ce qu'on écrit différemment quand on écrit un roman ou quand on écrit un roman, au fond, politique et un livre, un essai comme celui-ci? Écoutez, comment c'est venu, c'est très simple. Ça partait, moi j'y étais, vous savez, donc c'était une exigence pratique. Quand vous voyez quelque chose qui émerge, et on a souvent, quand on est à l'extérieur des choses et de phénomènes de ce type, que ce soit 5 étoiles, mais que ce soit même Trump ou d'autres, on pourrait y venir, on regarde ça de l'extérieur et on se dit,
c'est pas possible, c'est d'une imbécilité absolument sidérante. Et puis, en réalité, je pense que surtout si on a envie, c'était encore mon envie quand je m'occupais de politique en Italie, si on a envie de faire face, on a plutôt intérêt à considérer que on a plutôt intérêt à comprendre. Hein. On a plutôt intérêt à comprendre la logique. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est un peu le même système, si vous voulez. Alors, d'une certaine façon, le livre Les ingénieurs du chaos, au fond, c'est 5 étoiles, Bannon, Trump et d'autres pris au sérieux, hein, d'une certaine façon. Et alors que le match du Kremlin aussi, on a plutôt intérêt à ne pas penser que Poutine est fou, que tout ça est, voilà, que les Russes sont tous des méchants, etc. Je pense que même si on a envie, même si on est opposé, et même farouchement, on a plutôt intérêt à expliquer et à comprendre ce qui se passe de l'autre côté. Et donc, par exemple, Trump, vous savez, je me souviens, c'était après la parution des ingénieurs du chaos, mais je l'ai peut-être mis dans la postface à la nouvelle édition, je ne me souviens pas. Trump, par exemple, il faisait constamment des choses absurdes, non ? Qui étaient effarantes par rapport à ce qu'on pouvait... Alors, par exemple, à un moment, avant la crise Covid, il est au Colorado et il fait une conférence publique et il dit je suis en train de construire un mur qui va vous protéger, qui va protéger le Colorado des Mexicains à la frontière du Colorado et du Mexique. Et tout de suite, les gens remarquent qu'il n'y a pas de frontière entre le Colorado et le Mexique. Il y a une frontière entre le Colorado et le nouveau Mexique, mais ça fait toujours partie des États-Unis. Donc le mur là, enfin, en principe, c'est un peu difficile à faire. Et donc, bon, évidemment, une grande indignation généralisée, mais quel imbécile de président qu'on a. Bon, et les médias, voilà. Mais et du coup, il s'était probablement trompé. Hein. Je ne dis pas que c'était un coup mal de génie. Conseillé. Mais peut-être mal conseillé. J'ai l'impression que c'était une initiative spontanée. Mais même dans une situation de ce type, je crois que ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre ce que ça active, une remarque de ce type. Et alors, en réfléchissant sur ça, dans une logique politique, on se rend compte que par sa remarque sur le mur entre le Colorado et le Mexique et le tollé qui naît de cette remarque, Trump obtient quand même, parvient à atteindre au moins 4 objectifs politiques. Le premier, on reparle de son mur. Son mur, qui est quand même le symbole de sa campagne électorale, son argument principal, etc., ben, tout le monde reparle du mur, hein, pour dire qu'on ne peut pas faire un mur entre le Colorado et le Mexique, mais on reparle du mur, donc dans ces termes. Deuxièmement, tout l'establishment, tous les journalistes, tous les profs d'université, toutes les élites sont furieuses. Hein, humilié, horrifié par l'ignorance de Trump. Et donc là encore, Trump démontre à ses soutiens que lui, il n'appartient pas à l'establishment, et il l'humilie même, parce que c'est une forme d'humiliation au fond, parce qu'ils sont impuissants, ils hurlent, ils écrivent des articles de journaux, ils sont mais... il ne peut rien faire, le président c'est lui. Et l'humiliation des élites et de l'establishment, c'est le premier point du programme de n'importe quel national-populiste. Ce n'est pas quelque chose de concret. C'est humilier l'establishment et la vieille classe politique et tout ça. Donc deuxième élément. Troisième élément, il
face à une classe politique ou de décideurs pour laquelle rien n'est jamais possible. Hein, on ne peut rien faire, il y a des contraintes financières, il y a des règles. Ben, en Europe, il y a les règles européennes. Bon, lui, il est volontaire. Hein, il est tellement volontaire qu'il construit un mur sur une frontière qui n'existe pas. C'est du volontarisme politique. On revient vraiment dans quelque chose d'assez puissant. Et quatrième élément, il fédère une tribu. C'est-à-dire, pour penser qu'il n'y a pas de frontière entre le Colorado et le Mexique, vous n'avez pas besoin d'appartenir à un groupe de fidèles, à une tribu, etc. Alors que pour croire, dur comme fer, que Trump est en train de construire un mur sur une frontière qui n'existe pas, il faut se reconnaître dans quelque chose. Et cet élément de tribu, et donc avec des croyances partagées, avec de l'affect, encore une fois, avec quelque chose qui va pouvoir devenir assez noir, mais qui a même un côté c'est souvent d'ailleurs en plus des gens qui sont isolés socialement, et donc tout ça, beaucoup de fausses informations, de théories de complot, ont aussi cette fonction de fédérer. Et donc voilà, bon, après, encore une fois, je suis trop long, mais c'est un peu le travail que j'ai essayé de faire toujours, et dans les ingénieurs du chaos notamment. Alors, avant de donner la parole au public, parce que je suis sûre que vous avez beaucoup de questions, mesdames et messieurs, j'aimerais vous demander, est-ce que vous allez redevenir, un jour peut-être, conseiller ou essayiste, ou est-ce que le romancier a pris le pas cette fois-ci? Écoutez, essayiste, sûrement oui. Parce que pour moi, les deux vont ensemble. Comme je n'ai pas beaucoup d'imagination, j'ai besoin, même si je devais écrire d'autres fictions, j'aurais toujours besoin de les nourrir par du réel. Et en plus, d'une certaine façon, c'est plus naturel pour moi d'écrire des essais. Hein. C'est quelque chose que j'ai beaucoup fait dans ma vie, j'ai l'habitude de le faire, alors que le roman reste un peu un vertige. J'en ai écrit un, mais je ne suis pas du tout convaincu de pouvoir en écrire encore. Et donc, d'un côté, c'est un peu un défi, donc il y a quelque chose de stimulant dans ça. Mais d'un autre côté, je ne sais pas. C'est pas, là, si vous étiez un éditeur et vous me demandiez de vous préparer un essai, je pourrais, si on était d'accord, je pourrais vous donner une date de remise d'un essai que je commencerai demain matin et qui serait fini dans X mois ou dans un an ou deux. Un roman, je ne pourrais pas. Et donc, je ne sais pas. Donc, je pense que je vais continuer à faire les deux. Conseiller politique, c'est plus difficile parce que, encore une fois, quand on commence à regarder ça d'un point de vue trop ce dont je parlais au début, trop romanesque, trop shakespearien, je pense que on n'est plus forcément un bon conseiller politique, ça devient un peu autre chose. Et ce n'est pas franchement quelque chose que j'ai envie de recommencer. Donc, non, je ne pense pas. Alors, Le Mage du Kremlin deviendra un film. Oui. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui. Bon, après les films, c'est toujours... là, j'ai lu je viens de lire une très amusante autobiographie de John le Carré qui est sortie il y a quelques années, mais je n'avais pas lu. Et il y a tout un chapitre sur les films merveilleux qui n'ont pas été tirés de ces livres, mais qui devaient se faire. Donc, par exemple, il part en Californie pendant 2 semaines chez Francis Ford Coppola, il passe 2 semaines dans la vigne, ils écrivent un scénario magnifique, après ils rentrent.
il essaye de rappeler Coppola quelquefois, et il a un secrétaire qui lui dit « Mais qu'est-ce que vous voulez ?» Et donc, en réalité, les films, effectivement, c'est différent par rapport à l'écriture d'un livre, et c'est très frustrant. Moi, je ne pourrais jamais être metteur en scène parce qu'il y a tout ce côté... Voilà, il y a tout ce côté entrepreneurial et collectif très large. Mais le projet est parti, Emmanuel Carrère est en train d'écrire le scénario tiré du livre, et Olivier Assayas devrait faire la mise en scène, et c'est très bien parti, et donc j'espère que ça va se faire. Ouais. Vous aurez un droit de regard sur ce film? J'ai un droit de regard, mais vous savez, là aussi, il y avait quelques propositions au départ, donc j'ai pu m'intéresser à ça, mais à partir du moment où on a fait avec l'éditeur un choix, moi je ne pense pas que ce soit... Moi j'ai pas du tout envie qu'il fasse mon film, vous voyez, je me suis déjà improvisé romancier, je ne vais pas m'improviser metteur en scène. Moi, j'ai envie qu'ils en fassent quelque chose de complètement différent et qu'ils s'en emparent, et ce sont dans ce cas des personnalités extraordinaires. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Carrère et pour Assayas, et donc j'ai envie qu'ils s'en emparent et qu'ils en fassent quelque chose, et je participe un peu au processus parce que c'est amusant. Mais j'aurais presque envie de vous dire que moi j'ai envie d'aller au cinéma et de voir le film et puis d'aimer ou de ne pas aimer. Qu'il vous surprenne. Mais voilà, j'aurais plutôt envie d'être surpris. Alors on va essayer d'être surpris avec les questions du public. Michel est là. Qui se lance pour la première question? Bonjour monsieur, je suis désolé de vous poser une question très incongrue. J'ai beaucoup aimé votre livre. Quand j'ai terminé, j'étais un peu désespéré. Parce que je me suis dit, mais où est la sortie? Et je vous pose la question, s'il y a une réponse, où est la sortie? Écoutez, d'un côté, je comprends votre question, d'un autre côté, elle me fait un peu de mal, parce que j'ai essayé dans les deux cas d'ailleurs, d'insérer une petite lueur quand même d'espoir à la fin. Et donc, dans le cas des Ingénieurs du chaos, qui est quand même un livre assez largement consacré à l'impact des nouveaux médias sur la politique et à la transformation que ça implique, j'avais quand même eu envie de terminer le livre en rappelant quand même qu'on a déjà vécu en partie des phénomènes similaires. Quand la radio fait son apparition, au départ, c'est un instrument qui est dans les mains des nationalistes, des populistes de l'époque. D'ailleurs, l'objectif de Goebbels, dès qu'Hitler prend le pouvoir, c'est un poste de radio dans chaque foyer, parce qu'évidemment, il n'y aura rien de mieux que cet instrument-là pour transmettre la voix de l'autorité. Et puis pourtant, quand même, d'autres, à partir de Roosevelt, ont eu la capacité de faire un usage radicalement opposé de ce média-là, et d'en faire un instrument démocratique et même de pédagogie démocratique, d'inclusion et de débat. Donc je pense malgré tout que c'est le cas des nouveaux médias aussi. Après, on pourrait déborder sur le discours de l'intelligence artificielle et tout ça, et là, ça devient de plus en plus noir. Et effectivement, moi, je ne vous dis pas que je suis optimiste, parce que si vous avez lu le livre, effectivement, vous avez bien compris que je suis moi-même relativement pessimiste, mais comme le disait Gramsci, le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté. On peut quand même toujours un peu se dire ça. Et il y a plusieurs éléments quand même qui peuvent nous induire à être optimistes. Et dans le cas du roman, qui est aussi un roman assez noir, j'ai là aussi essayé d'insérer une petite lueur à la fin du livre. Moi, je ne pense pas que le rôle d'une personne qui écrit
soit de trop rajouter à la noirceur du monde. Je pense qu'il faut en tenir compte. Et moi, j'ai malheureusement un peu tendance, peut-être par caractère ou par expérience, à plutôt creuser les aspects noirs de la réalité. Mais après, en plus, l'histoire a toujours beaucoup plus d'imagination que nous. Donc, écoutez, moi, je ne suis pas désespéré du tout. Hein. On écrit, je ne sais pas si on écrit des livres. Oui, on écrit des livres quand on est désespéré aussi. Donc, ce n'est pas un bon argument. J'aimerais vous poser une question. J'ai beaucoup aimé votre livre. Il se trouve que le comportement politique, c'est mon métier. Enfin, ça l'a été pendant 40 ans, donc c'est un sujet qui me plaît beaucoup. Mais il y a une dimension qui n'a pas... il y a un écho, c'est moi qui... il y a une dimension qui n'a pas été abordée, c'est la dimension russe. Alors, j'aimerais vous poser 2 questions. Vous auriez pu faire cette thématique avec un autre pays, par exemple les États-Unis, la France ou n'importe quel autre. Vous avez choisi la Russie, et en tout cas, quand on lit le livre, on a l'impression que vous avez passé beaucoup de temps en Russie. Vous citez l'Arbat, vous citez des bars, vous citez des hôtels, et surtout, vous citez toute cette période incroyable de la transformation, même avant Gorbatchev. Donc, c'est vraiment passionnant, c'est aussi un livre d'histoire, c'est pas qu'une photographie à un moment donné. Donc, j'aimerais savoir pourquoi la Russie, est-ce que vous avez vécu en Russie ? Et vous venez de parler d'Emmanuel Carrère, et il a perdu sa maman. Et j'aurais aimé savoir, est-ce elle qui était une grande spécialiste de la Russie, Carrère d'Ancos, Hélène Carrère d'Ancos, est-ce qu'elle a lu votre livre ? Voilà. Oui, d'ailleurs, merci pour cette question, parce qu'effectivement, je suis ravi de cette conversation, parce que c'est vrai qu'on a très peu parlé de Russie, alors que effectivement, c'est souvent probablement le thème principal quand on en discute. Alors, écoutez, la Russie, pour moi, c'est d'abord une expérience physique, c'est-à-dire que je me suis rendu à Moscou la première fois il y a une douzaine d'années, et un peu par hasard. J'étais à l'époque adjoint du maire de Florence, Renzi, à la culture, et ce qui m'a frappé tout de suite en débarquant à Moscou, c'est cette emprise, presque cette sensation physique d'emprise du pouvoir. Je trouve que c'est la ville au monde, ou du moins parmi celles que j'ai visitées, où on sent physiquement le plus fortement l'emprise du pouvoir. Même plus que dans des villes où le pouvoir est plus fort. À Pékin, le pouvoir est plus fort qu'à Moscou. Mais moi, j'ai senti ça très fortement à Moscou. Ça dépend peut-être de l'architecture, justement, avec cette sorte de fossile du Kremlin au centre de la ville, et l'architecture de Staline, et puis ça arrive jusqu'au gratte-ciel des nouveaux Russes, etc. Et donc, ça m'a beaucoup frappé, et j'ai commencé à partir de ce moment-là à m'intéresser beaucoup à l'histoire et à la politique russe. Et là, ce qui m'a frappé encore, évidemment, c'était de découvrir une perspective sur l'histoire du dernier quart de siècle, pratiquement opposée à la nôtre. Et que nous n'avons pas véritablement vu, parce que, et Carl Schmitt disait, le défaut du vainqueur, c'est de n'avoir aucune curiosité pour le perdant. Voilà. Alors je pense que le défaut du vainqueur, effectivement, c'est de ne pas avoir beaucoup de curiosité pour ce qui était objectivement, et ce que nous considérions de toute façon le perdant de la guerre froide. Et là, donc, qui du coup
avait une perspective complètement différente à partir du fait même, et je mets cette remarque dans la bouche de Poutine dans le roman, à partir du fait même que ce que nous considérions le perdant ne se considérait pas tout à fait le perdant, c'est-à-dire qu'il considérait qu'ils n'avaient non pas été vaincus dans une confrontation militaire, mais qu'ils s'étaient libérés eux-mêmes d'un régime qui ne marchait pas et qui était évidemment un régime d'oppression et tout à fait décadent. Et donc, déjà, dès le départ, il y a une appréciation, disons, différente de la réalité. Et vous imaginez tous les malentendus qui peuvent dériver de ce malentendu initial. Et donc c'est quelque chose qui m'a effectivement captivé dans la logique dont je parlais avant, c'est-à-dire comprendre. Hein. Je pense, encore une fois, comprendre ne signifie pas justifier. Hein. Moi, je ne pense pas que comprendre l'évolution russe à partir de la chute de l'Union soviétique, je ne pense pas que ça signifie justifier les agissements aujourd'hui de l'armée russe en Ukraine, ça ne justifie rien, mais je pense que comprendre, par contre, d'ailleurs, même pour faire face à certaines choses, c'est toujours plutôt utile. Et donc, pour répondre à votre question, non, je n'ai jamais vécu en Russie et je ne parle pas russe. Mais j'ai beaucoup, j'y suis retourné à plusieurs reprises, j'ai discuté avec pas mal de monde. Là encore, un peu l'avantage peut-être d'un conseiller par rapport à un journaliste, c'est que au cours des années, j'ai eu peut-être un accès un peu plus large et un peu plus, disons, j'ai pu discuter peut-être un peu plus librement avec des gens. Et puis j'ai beaucoup lu, hein. C'est simplement, voilà, pas mal de recherches, c'est un peu mon travail, et donc j'ai beaucoup fait ça. Et Hélène Carrère-Dancos. Ah, pardon, oui, d'ailleurs, vous me donnez l'occasion quand même de rendre hommage à ce personnage tout à fait extraordinaire. J'ai eu le plaisir et l'honneur de faire la connaissance de Madame Carrère-Dancos il y a un an, hein, tout juste, parce que c'était la rentrée l'année dernière, début septembre, et quelqu'un a eu la gentillesse d'organiser un déjeuner, la mère et le fils, donc je les ai connus en même temps. Et oui, parce qu'elle avait apprécié le livre, elle a beaucoup défendu, et donc oui, c'est quelqu'un, je dois dire, au cours de cette année, j'ai rencontré pas mal de monde, mais c'est peut-être la personne qui m'a le plus frappé parmi tous. C'était quelqu'un qui avait une force. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a eu l'occasion de la rencontrer, mais c'est quelqu'un, d'ailleurs, elle n'était pas très, très, très grande, mais elle émanait une force, une énergie, une lucidité. C'était quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc je considère un très grand privilège d'avoir pu la fréquenter un peu. Quand vous étiez jeune, qu'est-ce qui vous a motivé à faire de la politique et par voie de conséquence, en quoi et pourquoi vous avez arrêté d'une certaine manière? Écoutez, je ne sais pas. Je pense avoir été un peu plongé dans la politique de façon presque naturelle. Mon père était un économiste qui n'aimait pas la politique. Lui, il était plus méfiant par rapport à ce que j'ai été moi.
mais j'ai rejoint un peu sa position au cours du... Voilà, ça m'a pris plus de temps d'arriver plus ou moins aux mêmes conclusions auxquelles il était arrivé beaucoup plus rapidement. C'est un peu présent dans le livre, ça aussi d'ailleurs, le côté de la transmission entre les générations, de ne pas vouloir répéter les erreurs des pères et au fond, très souvent, de se retrouver quand même dans des situations similaires. Donc mon père a été victime d'un attentat terroriste des Brigades Rouges en 86, et j'avais 13 ans. Il a survécu à cet attentat, mais donc vous voyez que je pense que j'ai été plongé dans une réalité très politique très tôt, et ça m'a passionné. J'ai considéré longtemps que c'était ce qu'il y avait de plus passionnant, et de plus large, et de plus beau, et de plus noble. J'ai encore en partie cette idée-là. Je pense que la politique, vraiment, au fond, consiste à empêcher les gens de s'entretuer. Si on va à la racine de la question, c'est ça. Après, il y a énormément d'autres choses. Mais la vraie question, c'est la politique sert à résoudre les conflits sans que les gens s'entretuent. Et dès que ça ne marche plus, les gens recommencent à s'entretuer, et ça bascule très rapidement. Mais en même temps, et ça, par contre, c'est plutôt mon expérience qui m'a permis de le comprendre, vu que la politique a cette fonction, que je considère très haute et très noble, elle concentre en soi un niveau, effectivement, de violence, et elle attire souvent des caractères violent aussi. Il y a même si ça reste dans nos systèmes, ça reste au niveau symbolique. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'en politique, même chez nous, on utilise un vocabulaire au fond pour dire que quelqu'un a été, pour quelqu'un que ça s'est mal passé en politique, on dit il est mort, elle est morte. Seulement, c'est pas vrai. Il est plutôt en train de faire des conférences quelque part. En Arabie Saoudite. Voilà. D'accord. Et donc, ça va. Alors que dans des systèmes différents, quand on dit il est mort, c'est vraiment comme ça. Et la mortalité même des conseillers, elle assume un caractère, disons, plus concret par rapport à ce qui se passe chez nous. Je ne sais pas, écoutez, comme d'habitude, je pourrais continuer à vous raconter des histoires. On dit c'est un tueur quand on parle d'un leader. On dit c'est un tueur, on dit c'est une bête politique, c'est un animal politique. Là, il y a beaucoup de ça aussi qui est important, tout le côté instinctif de ce métier. Après, il n'y a pas que ça, mais ça joue quand même. En général, ceux qui sont gentils risquent. J'aime beaucoup le titre de votre livre, Le mage du Kremlin. C'est vous qui l'avez choisi ? Oui, d'ailleurs, ce n'était pas le premier choix. Au départ, le livre était organisé d'une façon différente. C'était un monologue sec. Le Russe, donc Baranov, le personnage principal du roman, commençait à parler directement. Il n'y avait pas de narrateur. Et il commençait en parlant de l'épisode du Labrador, qui est l'épisode de la rencontre Poutine-Merkel avec le chien. C'est d'ailleurs en mémoire de cet épisode que nous avons apporté le petit chien que vous avez entendu au début de notre entretien, qui est encore plus gentil que le Labrador de Poutine, qui était d'ailleurs un gentil chien, mais le geste de l'emmener à la rencontre avec Merkel, qui avait la phobie des chiens, était un geste par contre très très violent. Et donc ça partait de là, et donc au départ le titre du livre était Le Labrador. Heureusement qu'on ne l'a pas gardé, mais vous devez quand même imaginer justement que tout ça évidemment se passait, je considère ça implicite, mais ce ne l'est peut-être pas, tout ça se passait bien avant la guerre d'Ukraine. Enfin,
la guerre d'Ukraine de 2014 existait déjà, mais la dernière phase, disons à partir de février de l'année dernière, non. Et donc ça s'appelait le Labrador au départ, et après, quand la structure du livre a changé, ça s'appelait à un moment le Cardinal du Kremlin, qui était un des surnoms du vrai Surkov, du personnage qui a inspiré le personnage principal du livre. Après, on a découvert qu'il y avait un livre de Tom Clancy ou quelque chose comme ça, un thriller des années 90 qui s'appelait Le Cardinal du Kremlin. Et donc, en y réfléchissant, ça a été Le Mage, et c'est de loin le titre que je préfère aujourd'hui, évidemment, mais ça n'est pas venu tout de suite. Ma question s'adresse plutôt aux professeurs de sciences politiques. Vos deux ouvrages mettent en évidence le chaos comme un objectif politique. Ce n'est plus le progrès, ce n'est plus l'unité nationale, mais dans les nouvelles formes de la démocratie, vous expliquez très bien la rage, le fonctionnement de la démocratie et le chaos comme un objectif pour des hommes politiques. Alors, 5 ans après le livre Les ingénieurs du chaos, est-ce que vous pouvez nous indiquer un peu quelle évolution il y a sur cet aspect chaos? Bah, écoutez, il n'y a pas, je crois, besoin d'être politologue pour vous répondre. Je pense que ces stratégies du chaos, évidemment, sont encore très présentes, mais simplement parce qu'il y a une convergence quand même assez extraordinaire entre plusieurs facteurs. Je pense qu'il y a un déficit de l'offre politique traditionnelle qui a fait que, vous savez, la colère dans la société a toujours existé, mais il y avait des collecteurs de cette colère, c'était des institutions. D'ailleurs, Peter Sloterdijk, grand philosophe allemand, parle de banque de la colère, il parle de l'Église, par exemple, comme une institution qui récupère la colère pour en faire quelque chose. Les partis de la gauche ont été ça, le Parti communiste a été ça. Si vous n'étiez pas satisfait de la façon dont la société fonctionnait, vous pouviez voter. Mais tout ça a disparu et donc cette colère est restée un peu à l'état et ça donne une préférence pour le chaos, parce que si vous êtes très en colère par rapport à la société, ça explique d'ailleurs beaucoup de ce qu'on voit. Mais vous savez, je pense que beaucoup des électeurs nationaux populistes voient très bien les limites des leaders et des propositions de ces mouvements. Mais ils préfèrent ça par rapport à la continuation du reste. Ça, c'est quelque chose de paradoxal, mais quand vous êtes dans une situation que vous considérez de difficulté, de déclin, où vous pensez que tout va empirer pour vous, pour votre famille, pour vos enfants, vous préférez prendre des risques, même fous, plutôt que d'accepter que ça continue comme ça. Et donc il y a ça, et après il y a la logique des réseaux sociaux et d'Internet qui va parfaitement dans la même direction, et donc qui va vous permettre de miser sur le chaos simplement parce que le chaos produit de l'énergie, produit de l'engagement. Google, Facebook, YouTube, quel est leur paramètre par rapport aux informations et voilà, à ce qu'ils vont plutôt pousser. Ils n'ont pas véritablement d'agenda politique ou culturel, ils ne sont véritablement... Bon, après, on dit que les patrons sont de gauche, de droite, mais ce n'est pas la question. Ils ne sont ni impliqués dans la défense de la vérité, ni impliqués pour pousser forcément ce qui est faux, ce qui est complot, etc. La seule chose qui les intéresse, c'est l'engagement.
c'est le paramètre de combien de temps vous allez passer sur la plateforme, combien de likes vous allez mettre, combien de... Et donc, pour avoir ça, évidemment, ce qui fonctionne le mieux, ça va être tout ce qui va générer de l'émotion, de la cohérence, la vérité, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et donc, tout ça, bon, après, c'est un peu difficile à résumer en 2 mots, mais ça s'imbrique très bien. Et évidemment, c'est une tendance lourde. Ce n'est pas quelque chose, on n'a pas véritablement trouvé d'antidote par rapport à tout ça. Donc, il suffit de regarder un peu autour de nous. Après, la Suisse, encore une fois, est un exemple particulièrement inspirant quand même. Parce que même si vous avez après de l'intérieur de la Suisse, évidemment de l'intérieur, on regarde toujours les choses de façon plus critique et on voit tout ce qui ne va pas. Mais si on regarde ça de l'extérieur, c'est quand même assez extraordinaire de voir que le système suisse permet à une majorité de gens d'avoir encore plus ou moins l'impression qu'ils sont maîtres de leur destin, parce que ça se passe si proche d'eux, ils ont tellement d'instruments pour, d'une façon ou de l'autre, faire entendre leur voix, que voilà, ça donne quand même un résultat qui, pour l'instant, reste beaucoup moins chaotique qu'ailleurs. Je me demandais si on ne pouvait pas être plutôt optimiste que pessimiste dans les démocraties occidentales, parce que, alors on voit le tableau n'est pas réjouissant, vous avez Vox en Espagne, vous avez l'AfD en Allemagne, vous avez la fille du Borgne en France qui tape à la porte de l'Élysée, mais dans un autre sens, on a longtemps annoncé la fin des démocraties occidentales, attention le populisme, attention, c'est une spécialité notamment des institutions européennes de le faire, de dire que ça va s'effondrer. Finalement, les systèmes absorbent des chocs incroyables. En Italie, on a annoncé Berlusconi, ce sera la fin, Meloni, ce sera la fin. L'Italie est encore là, il y a beaucoup de contre-pouvoirs. Est-ce que nos démocraties occidentales ne sont pas beaucoup plus solides que ce que prétendent les élites qui sont en place? Oui, tout à fait. Je pense absolument, oui. Aussi parce que on voit quand même aussi les faiblesses terrifiantes des autocraties, qui quand même, il suffit d'une mauvaise décision et elles partent, ça peut basculer très rapidement de façon catastrophique. Et en plus, dès que les résultats ne sont plus là, même, disons, les autocraties dont on vante l'efficacité et tout ça, ben, d'une certaine façon, leur consensus est basé sur le fait d'avoir des résultats, une croissance, quelque chose. Et quand ce n'est plus le cas, ça risque de basculer très rapidement. Alors que les démocraties ont une légitimité qui ne leur vient pas que de la production d'une efficacité, de résultats, d'une croissance. Ce serait mieux quand même. S'il y avait la croissance des résultats, une certaine efficacité, ce serait quand même pas mal. Mais il y a une légitimité quand même qui est une légitimité, une capacité de se corriger, qui vient du processus même et qui leur donne, je crois du moins en Europe, alors c'est un modèle qui est devenu beaucoup moins attractif par rapport à l'extérieur, ça oui. Hein. Ça, on voit que dans beaucoup de contextes, et on l'a vu, la guerre, je pense que le vrai choc de la guerre en Ukraine, en réalité, ce n'est pas le jour de l'invasion russe, mais c'est le jour d'après à l'ONU où on voit pour la première fois de façon, disons, plastique, hein, on voit que il n'y a qu'une minorité de pays qui soutiennent l'Ukraine et qui sont prêts à condamner l'invasion russe. Et donc notre paradoxal, je pense que nous sommes dans une condition qui est d'isolement beaucoup plus grand qu'on ne l'imaginait. Hein. Et la guerre en Ukraine est le révélateur de ça. C'est-à-dire, on pensait pouvoir isoler
et c'est un peu le modèle américain, consiste au fond, les sanctions et tout ça, ça consiste en fond dans se dire qu'on a le pouvoir de mettre quelqu'un, de l'exclure d'une forme comme ça, de consensus global, etc. Ben, ce pouvoir-là, on ne l'a plus. Hein. Et on voit très bien qu'il y a même, par rapport à beaucoup de positions, pas que américaines, mais européennes aussi, il y a à l'extérieur, en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, une réaction qui est vraiment d'hostilité, presque même presque indépendamment de la question. Il y a vraiment, nous ne sommes plus suivis sur ça. Bon, ça fait partie du nouvel ordre du monde. Donc, mais par contre, la force de nos démocraties, la force même de la construction européenne elle-même, dont on dit à chaque fois qu'elle est en péril et tout ça, mais là, la nouvelle vague de nationalistes, nationaux-populistes, sauf un peu l'AfD allemande qui reste pour l'instant sur des positions plus radicales. Mais en Italie, Meloni, au contraire de Salvini, qui, il y a quelques années, voulait sortir de l'Europe, sortir de l'euro, se disputer se bagarrer avec la Commission européenne, etc. Meloni, elle est, du point de vue des positions européennes et internationales, alignée sur l'Europe. Marine Le Pen va y arriver aussi, elle est pratiquement arrivée sur ça. Pourquoi ? Non pas parce qu'ils ont changé d'opinion, parce que leur culture est plutôt foncièrement anti-européenne, mais parce qu'ils savent que fondamentalement, ni les Italiens, ni les Français, ni les Hongrois, ni les Polonais ont envie de sortir du processus européen. Après, ils peuvent avoir des opinions différentes sur toute une série de sujets, mais... Donc voilà, quelques raisons d'optimisme aussi. Quand même. Par rapport à la réception de votre livre que j'ai beaucoup aimé, quelle a été la réaction de l'ambassade russe à Paris et puis de Surkov lui-même? Est-ce qu'il a été au courant qu'il vous a inspiré ce personnage de Baranov? Alors écoutez, je n'ai pas eu de réaction officielle ou même non officielle de la part des autorités russes, ni de Surkov, qui ne lit pas le français. J'ai fait de Baranov un francophone dans le livre, mais le vrai Surkov ne lit pas le français, et il est un peu anglophone. Mais bon, il a dû savoir, j'imagine, que le livre existe. Il y a une traduction pirate qui circule, du livre qui circule apparemment en russe. Je l'ai appris à Genève, d'ailleurs, c'est quelqu'un là-bas qui me l'avait dit. Il n'y a eu aucune réaction russe jusqu'au moment où le New York Times a publié ce papier qui disait « Mais ce livre, quand même, c'est un peu inquiétant, c'est quelqu'un... qui prend le point de vue d'un spin doctor de Poutine et qui le fait trop bien. » Et j'ai trouvé que c'est un argument un peu idiot, franchement, parce que c'est l'enjeu du roman. Vous prenez un point de vue, justement, c'est un peu une différence avec l'essai aussi. L'essai essaye de raconter, voilà, d'être objectif s'il y parvient. Le roman, c'est le contraire, c'est subjectif. Vous entrez dans la tête de quelqu'un. Et ce quelqu'un ne va pas forcément être quelqu'un de particulièrement gentil ou de particulièrement sympathique ou agréable, mais ce qui compte, c'est si ça marche ou pas. Et si ça marche, c'est bien, et si ça ne marche pas, c'est pas bien. Et donc la critique du New York Times était ça. Et donc, il disait, qu'est-ce que ça dit de la France, le fait que ça ait bien marché en France et tout ça. Et donc, ça a plu aux Russes, évidemment.
Et donc il y a eu là du coup une réaction des médias russes, etc., qui à l'intérieur ont repris le New York Times en disant, parce qu'après les imbéciles se parlent entre eux, et donc qui ont repris l'argument en disant, ben voilà, il y a en France quelqu'un qui voilà, un livre qui reprend des arguments russes, qui se vend, qui est lu par des hommes politiques et des femmes politiques, etc. Et donc, bon, après, moi, je ne leur ai pas parlé parce qu'on ne peut pas parler aux médias russes, hein, parce qu'il n'y a pas de possibilité de contradictoire. Enfin, c'est censuré, évidemment, il n'y a pas de liberté. J'aurais bien fait une émission en direct sur la télévision russe sans censure, j'aurais fait ça volontiers, mais ce n'était pas prévu. Et donc après, j'ai pas véritablement eu d'autres réactions. Merci beaucoup, c'était passionnant. Un petit souvenir de Suisse et Culture, votre nom gravé sur nos ardoises. Quelle merveille, merci beaucoup. Merci beaucoup, Vidal.